Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième épisode d'Atil. L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial puisque je reçois un invité que je connais personnellement et avec qui j'ai partagé un chapitre de son histoire solidaire. Christophe Ingan est le président de Mitrilut, club dans lequel j'ai été licencié quasiment toute ma vie, mais il est aussi le fondateur de l'association Motopompe dont on va discuter aujourd'hui. Épisode un peu spécial aussi car il suit un plan chronologique qui permet de mieux comprendre le parcours solidaire et bénévole de Christophe et qui permet entre autres de comprendre pourquoi et comment il s'est retrouvé à installer une motopompe au milieu de champs burkinabés un matin de février 2018. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Christophe Ingan, comment vas-tu ? Bonjour Tanguy, bah écoute, ça va bien. Je suis heureux d'être avec vous et avec toi aujourd'hui. Donc dans cet épisode, on va retracer ensemble l'histoire de Motopompe. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir Tanguy. Écoute, j'ai 53 ans. Je suis marié. J'ai deux beaux enfants qui sont tous les deux papas de deux enfants. Donc j'ai la chance d'avoir trois petites filles, Lilou, Victoria et Juliette. Et le quatrième, ça sera un petit Malo que Marie a eu il y a déjà un an. Félicitations. Euh, on va parler de l'association. Est-ce que avant même l'idée de Motopompe, il y avait des signes qui prévoyaient un avenir engagé dans la solidarité ? Il n'y avait pas de signe particulier pour faire ce genre d'action. Il faut créer sa chance et la chance, on l'a eue et tu faisais partie de cette chance-là. Euh, Faire du bénévolat, je dirais plutôt, oui, il y a eu, mes parents ont toujours été bénévoles dans des actions et dans des clubs sportifs ou des actions caritatives. On a toujours baigné de toutes ces actions et toutes ces joies avec mes parents. Mes parents ont été mitriens depuis tout le temps comme moi et papa a été par exemple président de l'ASMC ping-pong dans les années 70. Maman a été entraîneur bénévole pendant des années à la USJM gymnastique ou bien même papa trésorier. Donc il y a eu plein d'actions comme ça. Il y a eu aussi des actions caritatives. Quand j'étais un peu plus jeune, j'ai fait partie du CCFD, j'ai fait partie de la paroisse, de tout plein de choses qui m'ont permis de faire des activités bénévoles. Les activités bénévoles se sont un tout petit peu estompées le temps de faire des enfants et de réussir à les élever. Dès que les enfants ont pu réussir à se garder un tout petit peu tout seul, c'est à ce moment-là qu'on s'est connus, Tanguy. On a repris la lutte, hein, puisque Baptiste a le même âge que toi. Et puis, j'ai réussi à laisser Baptiste une petite demi-heure au départ avant que sa maman rentre au travail pour pouvoir, moi, faire de la lutte. Et puis voilà, en 2000, 2001, c'est rentré comme ça. Et c'est à partir de là que je me suis réexplosé dans le bénévolat. Tout d'abord pour Mitrilut, mais aussi en devenant président de Mitrilut et puis membre du bureau du comité d'Île-de-France de lutte, et puis de m'investir comme ça de plus en plus haut dans le bénévolat. Oui, voilà. Donc le bénévolat, ça a vraiment une place importante, voire omniprésente dans ta vie, puisqu'il y a la présidence de Mitrilut, la présidence de Motopompe. Euh, comment tu représenterais, comment tu définirais le bénévolat pour toi ? Qu'est-ce que cela représente ? Bah, ça représente une chance et du bonheur parce que ça nous permet de découvrir plein de monde, tous différents. Ça nous permet de sortir de sortir de sa zone des fois de confort pour pouvoir réorganiser certaines choses, comme si tu t'en rappelles en 2013 les championnats du sport adapté à Mitry, qui ont été quand même une expérience extraordinaire pour avancer, pour avancer. Donc c'est quand même que du bonheur. Il y a peut-être des auditeurs qui sont bloqués par le fait de travailler sans percevoir de salaire en faisant du bénévolat. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ceux qui n'osent pas se lancer parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de récompense au bout ? Il faut pas, pour faire du bénévolat, déjà, il faut pas chercher la récompense. Il faut faire ça avec son cœur Hmm. et l'envie de partager, l'envie Pas de d'apprendre. récompense financière en tout cas. Il n'y a pas de récompense financière. Il n'y a qu'une récompense
de joie et de bonheur, d'apprentissage, de connaissances, d'expérience, de vivre des instants énormes, de vivre des choses extraordinaires. Voilà. Mais à jamais attendre de remerciements. Il faut vraiment, de ce côté-là, il faut être égoïste et le faire pour soi et pour pouvoir donner aux autres. Donc on va parler désormais bénévolat par le prisme de Motopompe. J'ai retracé l'histoire par des documents que j'ai trouvés. En 2006, donc c'est le premier chapitre, les premiers contacts. Pour toi, tout commence lorsque tu accueilles chez toi Dieudonné, le vice-président du groupement Wen Songdo de Goué, qui est un groupe de fermiers burkinabés. Tout d'abord, comment vous êtes-vous rencontrés? Comment Dieudonné s'est-il retrouvé chez toi? Comme je te disais en début de la conversation, par la chance et par le bénévolat, on parle de ce que je faisais comme bénévolat, mais avec ma femme Sophie, on faisait aussi partie du comité de jumelage de Mitry-Mory. Donc la ville de Mitry-Mory est jumelée avec trois villes depuis presque 30 ans avec Schmelz en Allemagne, Prudhoe en Angleterre et depuis un peu plus de 20 ans, en 98, avec Lumbila au Burkina Faso. Donc en 2006, en effet, une délégation burkinabé invitée par la ville doit venir à 3 ou 4 et puis ils finissent par arriver à 6. Et au dernier moment, on nous demande au comité de jumelage qui peut accueillir quelqu'un chez lui pendant une semaine. Eh bien, écoute, ni une ni deux, on se regarde avec Sophie, que tu as la chance de connaître, et puis on dit banco. Alors, bien sûr, c'est une décision qu'on prend à deux, mais dans la famille, on était quatre, puisqu'il y avait Marie et Baptiste qui avaient chacun une chambre. Donc, on en rediscute quand même le soir avec les enfants, en leur demandant si Baptiste, qui avait la plus petite chambre, pouvait prêter sa chambre à notre ami et futur ami Dieudonné pour pouvoir vivre une semaine. Mais dans ces cas-là, tu sais comment les ados sont des fois difficiles à à ne pas s'entretuer quand ils vivent ensemble dans la même chambre. Donc, on leur propose de vivre tous les deux pendant une semaine dans la chambre de Marie et de laisser la chambre à Dieudonné. Et ben, ils ont dit d'accord. C'est ça aussi le bénévolat, c'est l'accord de toute la famille, c'est tout un groupe pour nous aider. Donc, en effet, Dieudonné est venu pendant une semaine à la maison pour pouvoir vivre avec nous toutes les actions que la ville devait procéder dans cette semaine enrichissante. Euh, Dieudonné, il est passé, et puis c'est comme ça qu'on a découvert Dieudonné. D'accord. Donc c'est un séjour d'une semaine de Dieudonné durant lequel vous discutez beaucoup. Il te parle de la vie quotidienne des paysans de Goué. Est-ce que tu te souviens de ces échanges et de ce qu'ils t'ont appris? Est-ce que tu as des souvenirs? Bah, c'était énorme. C'était énorme parce que Dieudonné, il est arrivé à la maison après quelques heures de voyage pour des gens qui n'avaient jamais dépassé la capitale Ouagadougou de 25 kilomètres de Lumbila. C'était énorme parce que ce jour-là, il a pris l'avion, il est arrivé à Roissy-Charles de Gaulle, il a pris l'ascenseur, il a pris les escaliers mécaniques. Donc il y avait déjà une grande, grande fatigue quand on est arrivé et une grande surprise. Une grande surprise parce que quand il arrive à la maison, eh ben, on rentre dans le couloir pour monter à l'étage, on appuie sur un bouton et la lumière apparaît pour éviter d'être dans le noir. Une grande surprise parce que il voit notre maison qui est en dur, hein, c'est pas en terre, comme on a eu la chance de découvrir ça en 2011, c'est pas en, tout est surprenant. Donc Dieudonné était fatigué. Donc on lui propose de lui présenter sa chambre, de se reposer et puis de se reposer un peu. Mais bien évidemment, dans l'excitation, il n'arrive pas à rester sur le lit. Moi, je suis parti retravailler. C'est Sophie qui tient la conversation avec lui. Et Sophie avait ses petites choses à faire aussi, le préparer ses repas, etc. Il lui propose d'allumer la télé. Donc c'était encore une grande surprise de découvrir Dieudonné qui découvrait tout en un seul jour. Donc il était assez éreinté de cette journée. L'alimentation aussi qui était beaucoup très différente par rapport à ce qu'on mange, etc. Donc c'était voilà. Dans cette rencontre-là, on a Dieudonné qui est arrivé un petit peu, puisqu'on nous appelait au dernier moment pour pouvoir l'héberger à la maison. Dieudonné, c'était je dirais, hiérarchiquement en bas de l'échelle, puisqu'il était fermier, que les autres, on avait accueilli le maire, le préfet de Lumbila, le maire de Lumbila, et que des élus qui sont, comme tout on peut le dire, ont fait des études et vivent différemment que Dieudonné. Donc nous, on a eu la chance de vivre avec un monsieur qui travaillait de ses mains et de la terre, un petit peu comme moi, et c'est peut-être pour ça qu'on s'est bien entendu. Donc, Dieudonné, il m'a parlé bien sûr de tous ses enfants,
de la vie, la maison en terre et bien entendu, la question c'est comment ils vivaient. Donc ils vivaient grâce à un lopin de terre qu'ils comment, traient et qu'ils travaillent à main nue pour pouvoir nourrir la famille. Et une famille au Burkina Faso, c'est à peu près 40 membres, hein. Il y a toujours les grands-mères qui restent là, un oncle qui est décédé, donc tu hérites des enfants, tu t'occupes de tout le monde et on forme qu'une grande famille dans une case dans un cercle de plusieurs petites maisons pour s'occuper de la maison avec un peu de volaille ou si tu as un peu de moyens, un cochon ou quelque chose pour pouvoir survivre. Donc et la terre, elle servait juste à nourrir la famille. Hmm. Oui, donc c'est très différent. Il y a quasiment un monde d'écart entre la vie occidentale, la vie mitrienne, et celle qui te fait découvrir. Celle qui me fait découvrir et celle qu'on apprend quand on discute avec tes arrière-grands-parents en début du siècle, quoi. Tu vois, donc il y a 60 ou 70 ans, il y a, voilà, voilà, il y a 7 décennies de différence entre la vie en France et la vie au Burkina. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu décides de t'impliquer dans la solidarité avec la population de Lumbila, ou est-ce que ça viendra après? Ou est-ce que ça a enclenché quelque chose chez toi? Ça a enclenché quelque chose, la visite de Dieudonné a enclenché quelque chose parce que Dieudonné donc repart au Burkina Faso et par politesse, mais ça prend quelques mois d'écrire et de recevoir un courrier du Burkina Faso. Par politesse, nous envoie un courrier et nous remercie de notre accueil chaleureux et de tout ce qu'on a fait pour lui, tous les cadeaux qu'on a mis dans sa valise pour repartir, pour toute la famille et les amis de Lumbila, etc. Donc, il a eu la gentillesse de nous envoyer un courrier et de nous remercier et nous annonce sur les dernières lignes que malheureusement, à son retour, son âne est décédé. Et son âne, après l'avoir par échange de courrier, donc servait à se faire les sillons de son champ pour nourrir sa famille. Donc, sans ces sillons, il ne pouvait plus rien planter. Et c'est là que est partie cette envie d'acheter au départ des ânes pour le groupement des fermiers de Goué. Donc, comment on fait? On se renseigne et un âne, même si les Mitriens sont pas riches, ne coûte qu'environ entre 120 et 150 euros. Et bah, ni une ni deux, je récupère ces 150 euros très rapidement en demandant 10 euros à ma grand-mère, 10 euros à mes parents, 10 euros à droite, à gauche, le prix d'un paquet de clopes, quoi. Et voilà, je retrouve rapidement cet argent-là. Donc, avec Sophie, on décide de faire au nom de Mitrilut, de faire un envoi et on envoie l'argent par mandat au groupement des fermiers de Goué. À ce moment-là, il récupère et achète un âne que Dieudonné va réutiliser cet âne en nous on l'a donné à l'association et Dieudonné va racheter cet âne avec à 10%, mais sur plusieurs années et avec les gains qu'il fera avec cet âne. Donc on va faire, il va faire un microcrédit à l'association et pour pouvoir acheter l'âne. La chance fera que c'était une ânesse et elle aura un petit. Donc il arrivera à revendre l'ânesse, garder le petit âne pour pouvoir rembourser le crédit. Hmm. Donc c'est vraiment une vie difficile, une vie sur le fil, vu que tout repose sur un seul animal, l'âne. Oui, on ne connaît pas notre chance qu'on a, mais c'est vrai que là-bas, ils n'ont pas grand-chose et le fait de pouvoir les aider était une ressource énorme pour eux, quoi. Mm. Donc en 2011, grâce au jumelage dont tu nous as parlé, Mitri Lumbila, une délégation a pu se rendre au Burkina. Tu faisais partie de cette délégation. Donc première question, pourquoi t'être rendu personnellement au Burkina Faso? Eh ben parce que depuis 2006, on achetait des ânes ou des bœufs pour les fermiers de Goué. On en a acheté jusqu'à 10 ou 11 et je pensais qu'il fallait terminer et donc aller au Burkina et au marché des bestiaux, acheter une dernière bête de trait pour les fermiers qui ont réussi avec les microcrédits tout le monde a réussi à en avoir un avec un plus ou moins remboursement, avec les anons ou les ânesses qui naissaient, etc. Donc je pensais aller là-bas et me dire que c'est la dernière fois que j'y vais, quoi.
parce que je pensais que le projet pouvait se terminer comme ça, en apothéose, avec l'achat d'un âne au marché et de terminer comme ça. Est-ce que c'était la première fois que tu participais à un séjour solidaire? Oui, c'était la première fois grâce à la ville, madame le maire avec qui j'étais parti, avec, plein de membres associatifs, l'USJM Mitry Gymnastique, avec, la gymnastique, d'autres délégations avec des cyclos, avec d'autres délégations qui avaient déjà œuvré pour, le Burkina Faso et l'Umbila. Hmm. Donc c'était une sorte de concrétisation de ton travail bénévole auprès de la population de Lumbila. Voilà, alors c'était pas de mon travail, mais de notre travail avec, Mitry qui a toujours été derrière moi. Sur place, tu as pu rencontrer les paysans dont Dieudonné te Voilà. parlait 5 ans auparavant. Tu as aussi pu être témoin de leurs Mmh. conditions de vie. Quelles sont à l'époque, donc en 2011, ces conditions de vie? Comment vivent et travaillent les habitants de Goué? Bah, l'époque, elle n'a pas changé de 2011 à 2000, à 2018, la dernière fois que j'y suis allé. Ils vivent quand même donc tous, euh, pour ce qui est, je parlais des fermiers, en dehors, dans certains villages et en dehors des villages, dans des cases en terre, avec plus ou moins une moto, mais personne n'a de voiture, personne n'a d'électricité dans leur maison. Et tout juste un puits pas trop loin. Donc c'est vraiment la campagne pour nous et chez eux, mais que à quelques kilomètres de la ville, hein. L'Umbila, L'Umbila, pour comparer à la France, l'Umbila, c'est un département et ce département, il contient 32 villages, dont le village de Goué, le village de Pénogo, le village de Donzin. Voilà, il y a 32 villages dans cette ville. Hmm, d'accord. Quels souvenirs gardes-tu de ce premier voyage? Quelles images te sont restées en tête? Bah, on n'aura jamais le temps de raconter tous ces souvenirs de 2011, hein. Mais je vais te parler de deux souvenirs. Donc, nous sommes partis avec des élus de Mitry, avec des gens d'autres associations, et nous avions deux minibus avec un chauffeur qui nous trimballait comme ça toute la journée d'un point à un autre. Et j'avais rendez-vous spécialement pour moi, président de Mitrilut, sur l'arbre à palabre pour pouvoir discuter avec les fermiers et m'entretenir avec eux, avec leurs besoins, leurs remerciements et de tout ce que Mitrilut avait fait depuis ces 5 ans. Bah, me voilà, il me laisse, les 2 bus arrivent et là, je descends du bus et je reste tout seul. Je vois les 2 bus s'éloigner et je suis sous ce grand arbre à l'ombre avec, tous les gens, face à ce cercle qu'ils avaient fait sous cet arbre, mais qui était immense ou qui me paraissait et qui me paraît toujours immense, verdoyant à l'ombre de tout ça. Tous ces hommes, presque 40 hommes ou 28 hommes, face à moi, et une chaise en demi-cercle et une chaise à l'autre bout du cercle pour moi tout seul. Et tout le monde s'en va. Alors, c'est pas moche que je veux dire, mais t'es là en face de tous ces hommes noirs et toi, tu es tout seul en blanc à quelques mètres d'eux avec ton petit sac, perdu. J'étais perdu. Et là, on me fait asseoir et la discussion commence et la moitié, puisqu'on reste avec des fermiers, des hommes qui n'ont pas été à l'école et qui travaillent de leurs mains, on traduit en même temps tout ce que je dis en moré pour faire comprendre à tout le monde mes paroles. Et dans l'autre sens, l'homme répond en moré, on me le retraduit en français. Donc ça dure quand même un certain temps. Et je leur présente donc bien sûr tous ces remerciements, tous ces palabres de remerciements. Et j'avais eu pensé à amener quelques graines. Donc je sors de mon sac toutes ces graines qu'ils ont, en leur demandant d'essayer de faire pousser dans leur terre, si j'y arrivais, plein de graines. Et puis ce jour-là arrive des gens avec tout un costume, avec des chapeaux, et je suis intronisé chef de terre. Donc avec des rituels à eux, on m'offre un sac, un chapeau qui est tressé en cuir de certaines façons où automatiquement les gens sauront qu'avec ce chapeau, je suis chef de terre, avec une tenue à ma taille, et vous dire que je fais quand même un certain poids, qui m'allait comme un gant. Ça, c'est pour rigoler. Et c'était parfait pour m'introniser chef de terre.
Donc ça, c'était un moment qui me donne encore des frissons quand je vous en parle parce que c'était des moments très intenses. Voilà le moment à quoi je pense. Et le deuxième, pour faire un peu plus court, c'est la fin du séjour et je décide quand même d'aller sur un marché et de voir quand même leur maraîchage, comment ça se passe, etc. Donc je prends avec Dieudonné la moto et on s'en va tout loin vers le barrage que tu connais pour essayer de trouver derrière le marché de Goué le maraîchage d'un de ses oncles ou d'un membre de sa famille. Euh, donc bien sûr, dans ces terres toutes jaunes, etc., là, on découvre à la sortie du marché quelques bouts de terre un peu vertes. Donc on regarde ce qu'ils font pousser, des tomates, à peu près 100 mètres carrés de maraîchage pour une seule famille. Pourquoi si peu? Pourquoi si peu sur ces terres toutes vides? Voilà, parce que l'eau est à 800 mètres de ce maraîchage. Donc le matin, à 5 heures du matin, tu t'en vas avec tes seaux chercher l'eau avec 20 kilos à chaque bras pour arroser tes terres. Et ça, tu refais ça plusieurs fois le matin et tu recommences le soir, puisqu'il fait tellement chaud au Burkina qu'il faut arroser 2 fois par jour. Et là, tu te rends compte des efforts fournis pour avoir quelques tomates rouges, ces 100 mètres carrés de tomates rouges, aubergines ou épis de maïs pour donner aux bêtes, quoi. Et c'est là que, bah, c'est là le déclic, quoi. Un autre déclic où je voulais tout arrêter en me disant c'est terminé, ben me voilà dire mais ce qu'il vous faut les garçons c'est une motopompe. Et ben exactement. Voilà en 2011 cette image que j'ai de ce voyage. Hmm. C'était ma prochaine question. Est-ce que cette idée de projet de motopompe, tu l'avais derrière la tête avant de t'envoler vers ce premier voyage, ou bien il a vu le jour, il est né de ton expérience au Burkina et s'est développé à ton Eh retour? ben oui, elle est là, mon jour de départ. Mon jour de départ, elle était d'installer la motopompe parce qu'ils en avaient besoin. Donc je pars avec une nouvelle idée en tête pour le Burkina Faso. Oui, c'est aussi ça l'associatif, c'est ne pas avoir d'idée fixe, mais évoluer selon les besoins d'une communauté. Tu peux pas préconstruire un projet et ne pas le changer, il doit s'accorder avec les besoins de la population. Avec le temps, avec le besoin des gens, avec la chance, avec les bénévoles qui m'entourent, avec un groupe de personnes que tu vas recréer et ce groupe de personnes peut dire mais oui, eux, je sens bien qu'ils sont capables de faire ça. Donc allons-y. Donc installer une motopompe avec les gens qui m'entouraient au Burkina Faso, avec Madame le maire qui était là, m'a dit oui, 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 avec les élus qui étaient là, oui, je pense qu'on peut essayer de le faire, c'est une très bonne idée, on va t'aider. Eh ben alors allons-y, aidons-nous. Oui, c'est après la chaîne partie la création et la mise en place du projet Motopompe. Euh, c'est en 2017 que je prends part avec d'autres lutteurs à la mise en place du projet Motopompe. Pourquoi avoir fait participer le club de Mitrilute, dont tu es le président, à un tel projet? Bah, parce que c'est pareil, j'ai eu la chance donc de 2011 à 2016, des difficultés nous interdisaient d'aller au Burkina Faso, comme en ce moment, des histoires politiques, etc. Donc de 2011 à 2016, on n'a pas pu aller au Burkina Faso. Aucun groupe de Mitri s'y est déplacé. En 2016, ça va un petit peu mieux, on y retourne, et là j'y retourne avec Madame le maire, quelques les élus encore, quelques bénévoles associatifs, et j'y retourne pour essayer de mettre en place cette motopompe. Donc ça, c'est 2016. En 2016, donc je reviens du Burkina avec toutes mes questions et je sais qu'il faut tout ce qu'il faut faire. Donc à partir de là, de 2016 à 2017, j'entame les tractations, je trouve des financements et les moyens de réussir à acheter cette motopompe, puisque le montant pour l'installation de cette motopompe, tout compris, était de 52 000 euros, ce qui n'est pas rien à trouver même en France en 2016, de 2016 à 2018. Hmm. Est-ce que c'était la première fois que le club de Mitrilute participait à des actions solidaires ou des actions internationales? Et oui, parce que le club de lutte est un club de sportif avec un club omnisport. Hein. Donc l'USJM est un club omnisport où il y a 15 sports différents dans ce comité directeur et la lutte en fait partie. Pourquoi on a pris une association? Parce qu'on ne peut pas faire ça à notre nom et d'association à association, c'est tellement plus facile. Donc
avec l'accord du comité directeur de l'USJM, qui est parti à fond aussi dans ce projet, on a dit OK, on y va. Puisque juste avant, on a vécu avec le comité directeur, et ta sœur en faisait partie. On est parti à Rio avec 70 jeunes mitriens, à laquelle aussi il fallait participer. En même temps, nous dormions là-bas dans un orphelinat, et j'avais décidé avec Mitrilut d'offrir 800 kilos de dons au Burkina Faso. Donc on avait déjà cette petite image d'aider les personnes en difficulté dans des pays étrangers. Donc cette aide, on l'avait fait au nom de Mitrilut, et grâce à l'association Sport à Vie, grâce à l'USJM, grâce à la ville de Mitry, on avait réussi à faire quelque chose d'extraordinaire en 2016, donc à Rio pour les JO. Et puis, on avait toujours dit on finit les JO et puis après on repart sur le projet de motopompe. Donc pourquoi pas, avec l'accord donc du comité directeur, de repartir sur un projet humanitaire au Burkina Faso. Hmm. Oui, le club de Mitrilut a quand même un passé solidaire. Tu nous parles de Rio, mais il y a aussi les championnats de France de sport adapté dont tu nous parlais. Donc, ça part pas de zéro. Il y a quand même une envie de progrès. Ben, ça part de loin. Bien sûr que ça part de loin, mais c'est la vie qui nous fait avancer. J'avais rien de prévu. Je savais pas qu'un jour je serais président de Mitrilut. Je savais pas un jour que je serais président. Ça a avancé comme ça, et c'est parce que Mitrilut forme une équipe formidable, on arrive à faire autant de choses. Je ne peux rien faire sans vous, sans les adhérents, sans les membres du bureau, sans l'aide de l'USJM, sans l'aide de la ville, sans l'aide des partenaires privés, sans l'aide de tout ça, sans l'aide des gens qui me font confiance. Donc, je suis juste un pion qui permet de faire des choses énormes, mais c'est grâce à vous, c'est grâce à tous les bénévoles qu'on arrive à faire quelque chose. Oui, donc une sorte de chaîne solidaire se crée au final. C'est ça. On imagine qu'un tel projet coûte cher. Tu nous as parlé de plus de 50 000 euros. Comment avez-vous fait pour financer ce projet? Bah, on a financé un tel projet avec de l'argent privé, des partenaires qui nous ont fait confiance et qui nous ont donné de l'argent. On a trouvé aussi de l'argent public, l'aide de la ville, l'aide du CIGEF, l'aide du CIAEP, l'aide de la RCEM. Tout ça, c'est des compagnies d'eau d'Île-de-France, de Mitry-Mory, de Tremblay, la ville à côté de Mitry, et les eaux de Paris. Donc ça, c'était de l'argent public. Et puis aussi, grâce à la ville qui nous a soutenus pendant 2 ans, et tu en as fait partie pendant, on a vendu quand même pendant plusieurs fois. On a tenu des bars pour les fêtes de la ville, des bars grâce à l'aide de la gymnastique qui nous offrait son bar quand on allait à une compétition, quand on faisait les compétitions de Mitrilut, l'argent allait pour Motopompe, et c'est comme ça qu'on a récupéré quand même 15 000 euros à être bénévole le week-end, à tenir des bars en vendant 1 tonne de frites en un an, en vendant énormément de Coca-Cola, des crêpes, pour pouvoir amasser un peu d'argent. Donc déjà 15 000 euros de bar sur les 52 000. Après, il y a une participation de tous les 14 membres de l'équipe du Burkina Faso qui ont été installés cette motopompe, une participation financière qui n'était pas, qui était, je crois, de 5 ou 600 euros quand même. Et puis, tous ces partenaires privés, tous les gens qui nous ont fait des dons, énormément de gens nous ont fait des dons, quoi. C'est comme ça qu'on a réussi en 2 ans à trouver 52 000 euros. D'accord. C'était aussi ce que je voulais te demander. Combien de temps ça prend du moment où tu veux te lancer au moment où tu prends l'avion pour réaliser le projet? Donc pour Motopompe, il a fallu 2 ans de récolte de fonds. C'est ça, mais le projet il date depuis de 2011, quand je suis parti du Burkina Faso. De 2011 à 2018. Donc c'est le 23 février 2018 que nous sommes un groupe de 14 volontaires à s'envoler pour l'Umbila. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et par qui avons-nous été logés et nourris tout au long du séjour? Alors, on a été logé dans un centre de formation qui contient des petites cellules et des petites chambres pour plus de sécurité, puisque c'est un centre de formation où il y a un gardien, où on est couché avec quand même de l'eau courante
En 2011, l'eau était souvent coupée, mais nous, en 2018, on a eu toujours de l'eau courante. Si tu te rappelles bien, on n'a jamais pris de douche en restant savonné. Donc, il y a eu quand même toute cette amélioration entre 2011 et 2018. Et puis aussi pour une question de sécurité par les moustiques, etc. C'est pour ça que nous dormons pas à la Belle Étoile ou dans les huttes. J'aurais tellement aimé dormir dans un petit village de huttes, mais pour une question avec notre peau fragile, nos boyaux fragiles, il nous faut toujours de l'eau en bouteille, manger avec de l'eau bien bouillie, le riz, etc. Sinon, on a très très mal au ventre parce qu'on est aseptisé. Donc voilà pourquoi on dort dans ce centre de formation qui nous était réservé. Nous avons payé notre. Quand je parle que ça coûtait 52 000 euros, tous les repas ont été payés dans les 52 000 euros, puisque le Burkina est tellement pauvre que c'est très, très difficile d'offrir à manger à 14 personnes. La seule personne chez qui nous avons été invités, c'était le maire de Lumbila, qui nous a invités chez lui pour pouvoir nous nourrir et passer une très belle soirée, si tu t'en souviens. On devient ami au Burkina Faso quand tu viens manger chez la personne qui te reçoit. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, nous allons manger chez Paul, le maire de Lumbila. D'accord. Concrètement, pour le projet Motopompe, qu'est-ce que va être le but de cette semaine? Est-ce que c'est de faire une installation complète de la motopompe ou bien seulement partielle? Non, c'était de l'installation complète avec l'aide des fermiers, puisque nous, en une semaine, on n'avait pas le temps de tout faire. Donc, nous avons envoyé au départ un peu d'argent pour pouvoir construire le promontoire dans lequel la motopompe allait être installée. Et puis, ce qu'eux, ils appellent une baignoire, mais une réserve d'eau cimentée étanche, que l'eau va être stockée en étant envoyée avant d'irriguer les terres. Et en amont, les fermiers ont réussi à trouver un terrain qui leur a été prêté par des propriétaires terriens, trois frères qui avaient 1,2 hectare de terre et qui ont été prêtés pour une récolte par an sur 3 ans par les fermiers. Donc, il y a eu une installation complète, mais avec l'aide des fermiers, puisque je te disais que tout à l'heure, nous étions fragiles, qu'on enfin, percer une traversée de champ pour poser le tuyau de 600 mètres avec cette terre si dure, si poussiéreuse et un soleil à 40 et quelques degrés. On n'était pas capable, nous, on était capable que de travailler 2 heures en buvant une petite bouteille d'eau toutes les 3 minutes de 33 centilitres tellement il faisait chaud. Eux arrivaient à travailler toute la journée sans rien boire et sans manger tranquillement. Donc, nous avons fait quelques centaines de mètres. Je ne suis pas sûr d'avoir fait 200 de mètres sur les 600 mètres. Et eux ont tout creusé pendant notre absence les jours précédents. Donc l'installation de la motopompe a été entière de A à Z. Nous avons eu la chance d'aller acheter la motopompe, louer un camion pour aller chercher tous les tuyaux, la motopompe à Lumbila, pardon, à Ouagadougou, pendant que certaines personnes faisaient autre chose. Et si tu te rappelles, ces chants d'enfants et de tous ces propriétaires terriens, de tous ces gens du village qui chantaient quand le camion est arrivé, ce camion vert débâché avec tout le matériel. C'était un moment magique. Tout le monde s'agrippait au camion pour voir ce qu'il y avait dedans, comment était la motopompe. C'était quand même assez magique. Donc tu nous as dit qu'il faisait très chaud, plus de 40 degrés. J'ai aussi souvenir que à Très cause chaud. de ça, on se levait vraiment tôt parce que travailler en extérieur au Burkina Faso, c'est différent qu'en France. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type de ce séjour? Une journée type. Eh ben, une journée type, donc le lever, c'est vrai au lever du soleil, donc vers 5 heures du matin. Pour ceux qui étaient en forme, et je pense que tout le monde était en forme, il y avait un petit footing à faire tous les matins pour ceux qui le souhaitaient, ou une petite marche pour ceux qui étaient moins en forme, ou un petit peu plus vieux, ou moins sportifs. Il y avait cette activité donc sportive, ou vélo pour certains, puisqu'on nous a prêté des vélos. Après, il y avait le petit déjeuner. Et très tôt le matin, entre 8 heures et 9 heures, on partait creuser jusqu'à midi. Donc le temps de se déplacer, faire une petite heure de route, le temps de s'installer et le temps de creuser les terres ou bien d'installer la motopompe ou de commencer le clôturage, etc. Il a fallu
Voilà, ça c'était le matin. Retour le midi dans un restaurant quelconque. Le but de la manœuvre, c'est que nous arrivons avec nos billets et notre richesse, et c'était d'enrichir aussi plein de personnes. Donc c'était de ne pas manger toujours au même endroit pour pouvoir donner nos bénéfices à d'autres personnes. Mais il fallait aussi choisir des restaurants qui pouvaient déjà nous recevoir tous, c'est-à-dire nous 14 et tous les fermiers qui travaillent avec nous. Rappelle-toi cette tablée de 30 personnes sous le soleil ou à l'ombre, c'était quand même extraordinaire. Donc, et puis des restaurants qui étaient à peu près propres et aseptisés, qui savaient faire à manger pour qu'on ne soit pas malade. Donc il n'y en avait pas 36, mais il y en a eu plusieurs à qui on a pu partager nos dons. Donc c'était le midi. Et puis l'après-midi, même si les fermiers continuaient à travailler, pour nous c'était plus dur, mais c'était aussi pour vous faire découvrir autre chose à chacun, visiter la capitale, visiter une hutte, être reçu par j'ai oublié son nom, une dame, un élu qui avait été parmi Martine, une élue qui était venue dans un voyage en 2019 ou en 2016 ou 2017 à Mitry, qui voulait nous recevoir. Donc il y avait toutes ces activités, etc., pour apprendre et faire un peu de culture. Rappelle-toi, on a visité un après-midi les sculptures de Zignaré. Et voilà. Donc c'était aussi un point culturel. On voulait faire travailler ce que j'aime bien dire, la tête et les jambes. Donc les jambes le matin et la tête l'après-midi, un petit peu plus au frais, avec bien entendu quelquefois après manger une petite sieste, puisque voilà. Après, il y avait pour ceux qui voulaient, parce qu'il y avait certains membres de jeunes lutteurs qui devaient préparer des championnats de France, hein, et malgré la chaleur, et ben il y avait atelier musculaire, renfort musculaire pour les plus courageux comme Cédric, Cyril, je me rappelle d'un petit Tanguy qui devait préparer ces championnats de France, et avec les moyens du bord, rappelle-toi qu'on prenait des pneus, tout ce qu'on trouvait qui traînait pour faire des super stands de renfort musculaire avec nos amis jeunes burkinabés qui venaient faire des exercices avec nous. C'est aussi des échanges extraordinaires. Il y avait foot aussi certaines fois, puisqu'on avait emmené des ballons de foot avec les enfants pour les plus courageux. On avait fait du foot derrière le centre de formation où il y avait les carcasses de voitures. Voilà les activités, une journée type, et puis le soir, re-restaurant évidemment, et puis échange fructueux avec tout le matériel qu'on avait emmené. C'est parce que si tu te rappelles, on avait le droit à 43 kilos par personne, donc à 14 personnes, ça fait quand même pas mal de choses. Donc on avait nous notre t-shirt et notre short pour la semaine, on n'avait pas besoin de grand chose d'autre. Et après, il y en avait plein de dons. Et il y avait un échange où on invitait les jeunes burkinabés à venir chercher quelques livres. Ton papa a beaucoup œuvré sur cette action-là. Il y a eu des rencontres aussi avec des visites d'écoles, et on a eu des professeurs des écoles qui sont venus nous rencontrer, avec qui on a parlé. On a visité aussi des écoles, plusieurs écoles où on a fait des dons de livres, de stylos. Voilà, c'était aussi des échanges partagés avec tout le monde, avec notre richesse, et pour découvrir nous aussi ces salles de classe. Rappelle-toi, Tanguy, à non, je me rappelle plus. Les enfants qui chantent et qui me donnent encore des frissons à les entendre chanter pour nous remercier. À Tamtenga, Tamtenga. Voilà, c'était ça une journée type, c'était la tête, les jambes et les échanges. Oui, c'était ma prochaine question. Quand on se rend dans un pays pour une mission solidaire, il y a bien sûr la mission principale, mais ça n'empêche pas, d'ailleurs il ne faut pas seulement s'arrêter à la mission principale, il faut aussi remplir ces journées avec d'autres actions solidaires. Tu nous as parlé de l'école, des échanges avec la population locale. Donc voilà quelques actions que Motopompe a fait en plus de la construction de la motopompe. Oui, voilà, on a fait en plus, puisqu'on arrive avec notre richesse, et on avait été aussi au CSPS, c'est un centre pour un centre médical où les femmes puisqu'on avait quelques femmes qui avaient amené beaucoup de médicaments, et on a été partager nos médicaments pour que les enfants et les adultes puissent être soignés plus facilement avec nos dons. On a visité la maternité qui était très surprenante, et les femmes et les mamans qui étaient avec nous ont été
très très surprise de l'état de ce dispensaire avec ses lits sans matelas, sans moustiquaire, puisque sans électricité. Donc voilà, on essayait d'essayer d'enrichir un petit peu tout le monde pour que ça soit plus facile pendant un petit moment pour tous ces gens-là. Hmm. D'accord. Donc le 1er mars, on retourne en France. On peut donc penser que le chapitre de l'installation d'une motopompe est clos. Pourtant, ce n'est que le début. Et il y a encore beaucoup de travail, notamment sur la valorisation du projet. Peux-tu nous expliquer pourquoi il est important pour une association de valoriser son projet et comment Motopompe a-t-elle valorisé le sien? Alors, on est dans le quart et je m'en rappelle de ce quart-là où un quart de la ville vient nous chercher. On est tous les 14 là. Il y a peut-être quelques parents qui sont venus nous retrouver, mais on avait un petit déjeuner organisé par la ville à la mairie. Et je me rappelle dire à Ludovic, c'était énorme, c'était sympa, c'est fini, mais ça peut pas se finir comme ça. Il faut qu'on achète des terres. Oh là là, je dis pas ça, je dis pas ça parce que ma femme elle va me défoncer. Il y en a assez de motopompes. Elle ne vivait que motopompe, Sophie. Elle n'a vécu que pendant 2 ans, motopompe ceci, motopompe cela, et elle n'en pouvait plus. J'arrive, elle pensait que c'est fini, et je dis, ben non, c'est pas fini, il faut qu'on achète des terres. Les terres, elles leur sont prêtées, ils n'en sont pas maîtres. Et puis voilà, ça s'arrête comme ça, on fait soi, on se retrouve tous, et c'était énorme. Et puis on pense que c'est terminé. Mais cette idée avec tout le monde, dans le car, personne m'a dit mais t'es fou mon gros, faut pas le faire, mais t'es fou Christophe, ça sert à rien. Tout le monde m'a écouté et qui ne dit mot consent, et ben on se dit putain ils m'ont pas contredit, il faut qu'on achète des terres. Allez, on repart. À partir de là, c'est à partir de là que Motopompe va naître, hein, parce que je disais qu'on faisait partir d'un club omnisport qui faisait du sport et faire de l'humanitaire, c'était un aide comme ça, mais c'était très compliqué à gérer pour le club omnisport. Donc le président me demande d'arrêter les actions solidaires puisqu'on est un club sportif avec des statuts sportifs et pas des statuts solidaires. Donc j'ai dit mais si on peut pas repartir et on avait appelé notre action Motopompe et en mars 2019 on crée donc l'association Motopompe dont je deviens le président. C'est comme ça qu'est né Motopompe et Motopompe est né pour pouvoir acheter des terres, creuser un puits et pour pouvoir irriguer les terres de ces fermiers, mais au goutte à goutte avec du matériel moderne. Et c'est comme ça qu'est né Motopompe. Oui, c'était ma prochaine question. Qu'est-ce que Motopompe aujourd'hui? J'imagine que ce n'était pas seulement une mission solidaire en 2018, mais que ça a amené à avoir un impact durable, comme tu viens de nous dire. Premièrement, est-ce que vous êtes retourné au Burkina depuis? Donc on est retourné en décembre 2018 au Burkina Faso avec David, le vice-président, pour voir comment ça se passait. Pour dans le projet, dans les 52 000 euros, il y avait un suivi du projet avec l'achat du gasoil pendant plusieurs années, avec acheter de la semence, etc. Donc tout ça, ça a été suivi et ça a été fait pendant les 3 ans jusqu'à cette année où on a suivi notre projet et terminé, si on veut, le projet de 2018 avec Motopompe, avec des récoltes. Certains fermiers, 18 fermiers ont profité de la motopompe sur les 28. Certains avaient trop de terre et ne pouvaient pas s'occuper de leur parcelle. 18 fermiers, et grâce à la motopompe et la vente de ces légumes, que pour la première fois, il y avait trop de marchandises pour la famille de 40 personnes et ils allaient pouvoir la revendre. Et en la revendant, en ayant beaucoup de stock, ils ont réussi à revendre, et pas le jour même ou les semaines qui suivaient à 200 euros le kilo, mais comme ils ont réussi à conserver des oignons jusqu'au dernier moment, puisqu'ils avaient une grosse récolte, ils ont récolté 10 tonnes de, d'oignons, ils ont réussi à les vendre à 600 francs le kilo CFA au mois d'octobre. Donc il y a eu une plus-value qui était énorme. Et du coup, plusieurs jeunes enfants fermiers ont pu retrouver les bancs de l'école. Donc ça, c'était énorme. Oui, voilà, c'est aussi de ça dont je voulais parler, le fait que l'impact durable ne se traduit pas seulement par des séjours, mais j'ai vu sur votre page Facebook, par exemple, que vous avez envoyé 2 adolescents au lycée. Agricole. Voilà. Voilà, donc on va apprendre la modernité du goutte à goutte à deux jeunes enfants de fermiers qui hériteront ou qui profiteront des terres que nous avons achetées et pour apprendre aux anciens et aux futurs
fermiers, l'action qu'ils font à l'école en devenant fermiers, s'occupant des bêtes et des terres qu'on leur a achetées. Puisqu'en 2020, nous avons acheté 2 hectares de terre au Burkina Faso, près de Lumbila. Pour 23 500 euros, nous avons acheté 2 hectares de terre. Oui, oui, c'est important de dire que ce sont des enfants de fermiers, donc Oui, des enfants qui n'auraient pas eu la chance d'aller au lycée à cause de moyens financiers sans cette aide. c'est ça. Donc, c'est des familles de fermiers qui ont profité de nos financements. Donc, et on attaque dès le 1er octobre la seconde année de formation. Et puis, si tout va bien, après, ils seront fermiers et sauront s'occuper de bêtes et de la culture. Donc cette année, le projet de Motopompe, c'est d'acheter le grillage pour clôturer ces 2 hectares de terre, puisque les bêtes là-bas sont ils sont open bar, ils se promènent partout. Euh, et dès qu'il y a un coin de verdure, ils le mangent. Donc avant de cultiver, il va falloir qu'on clôture les terres. Donc on a commencé cette année on a déjà commencé à envoyer de l'argent. On monte une convention pour pouvoir envoyer 15 000 euros pour clôturer les terres qu'on a achetées en 2020. Donc 2020, achat des terres, 2021, euh, clôturage des terres, installation de la motopompe. Et puis après, là c'est le gros de la troupe, c'est la construction d'un puits. Donc ça, c'est un projet à long terme pour Motopompe, la construction d'un puits, ou... Malheureusement, c'est à long terme. Malheureusement, pourquoi malheureusement? Parce que le Covid nous a pas du tout aidé. Nous avons très 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 peu de financement cette année. Nous avons perdu plus de 100 adhérents. Nous avons eu qu'un partenaire privé qui nous a donné de l'argent, pardon, 2 partenaires privés. Et puis nous avons pas fait nos actions de bar qui rapportent quand même de l'argent puisque toutes les fêtes municipales étaient fermées. Donc ça a été très très difficile pour nous. Et je dis malheureusement parce que là, c'est un budget de 130 000 euros pour construire le puits, mettre le goutte à goutte. Et je pense que malheureusement, retrouver 130 000 euros dans les conditions actuelles, ça va être très, très, très difficile. Donc je ne sais pas comment l'avenir est prévu, mais on va y arriver. Mais peut-être plutôt en 5 ans qu'en 3 ans ou en 6 ans. On va voir. Hmm. Oui, la situation sanitaire a eu un impact fort sur Motopompe, d'ailleurs comme sur toutes les associations, parce que dans la majorité des cas, les associations, c'est du contact humain, et là, ça n'a plus été possible. Est-ce que vous avez pu quand même faire des actions peut-être au niveau local durant l'année 2020-2021? Le Covid nous a rien permis de faire. Nous avons repris depuis le mois de septembre. Nous avons depuis le mois de septembre fait 2 activités au mois de septembre. Donc dès que ça a repris, les forces vives étaient là pour s'activer. Donc comme le week-end dernier où nous avons fait un petit vine dressing à la brocante de Mitri Mori, tous les dons de vêtements qu'on nous a envoyés, que nous a offert nos amis, les familles et qu'on nous a réussi à revendre. Et grâce à cette vente, on a fait 1020 euros de vente de vêtements qui permet tout juste de payer la formation des jeunes puisque le tarif a augmenté cette année par rapport aux difficultés qu'il y a les mêmes qu'en France au Burkina Faso. Donc ça paye à peine la scolarité des 2 jeunes, mais on va y arriver. Donc voilà, les activités ont repris tout de suite, mais le Covid nous a permis de tout arrêter. Hmm. Donc, on arrive à la conclusion de cet épisode, mais j'ai encore quelques petites questions. Euh, Premièrement, est-ce que Motopompe a une devise? Ben, elle est la même que Mitrilut, on lâche rien, on va y arriver. Donc on va y arriver, on lâche rien. On va y arriver, peut-être plus d'années qu'il le faut, qu'on avait prévu, mais on va y arriver. Ouais, je connais bien cette devise. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose pendant cet entretien? Je n'en ai pas trouvé, Tanguy, j'ai été très heureux de discuter avec toi. Je suis très heureux que tu me fasses repenser à tous ces souvenirs que tu m'as demandé. Ils sont évidemment pas oubliés, mais puisqu'on essaye d'avancer, ils étaient rangés dans un coin de ma tête et le fait d'en parler, va me rebooster pour les prochains épisodes. On espère pour réussir à faire un grand vide dressing sur un week-end entier avec l'aide de la ville. On essaye d'envoyer des colis. Là, en 2020, nous avons réussi à envoyer
enfin 1 tonne de dons au Burkina Faso pour nos amis de Lumbila qui sont en précarité puisque le terrorisme est apparu au Burkina Faso et les gens, on appelle ça là-bas des déportés, descendent du nord du Burkina Faso pour revenir à la capitale Ouagadougou. Hein. Je rappelle que Lumbila était juste à 25 km de Ouagadougou, comme Mitry est à 25 km de la capitale en France de Paris. Et ils récupèrent beaucoup de déportés qu'il faut aider. Donc les dons que nous avions envoyés l'année dernière grâce à un partenaire qui s'appelle DHL, on a envoyé 1 tonne d'habits, de médicaments pour pouvoir aider la ville de Lumbila et la mairie à aider ces déportés. D'accord. Déplacés, pardon. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir de l'association? Eh ben, on peut nous aider en nous suivant sur Facebook, en donnant mes contacts. On peut réussir. Je pense qu'on va réussir avec l'aide de tous et on va réussir à installer ce puits. Tu parlais des contacts. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous contacter ou bien vous aider, Motopompe? Eh ben, Tanguy, tu peux laisser mes contacts de vive voix si tu veux. Hein. J'ai Christophe Ingan, ville de Mitry-Mory, pour Motopompe. Hein. Et voilà, ça c'est le courrier. Mon numéro de téléphone c'est le 06 26 05 83 12. Et puis on a la page Facebook Motopompe. Et puis il y a Tanguy qui connaît. On peut se rapprocher de Tanguy qui va se rapprocher de Motopompe aussi. S'il y a besoin, je pense que tu es prêt à faire le transfert. Oui, pas de souci. Toutes les coordonnées de Christophe et de Motopompe, tous les contacts seront dans la bio de l'épisode où les autres auditeurs pourront tout retrouver. Et ben voilà. Ouais. Eh ben, je te Merci remercie beaucoup. beaucoup. L'épisode est désormais terminé. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir, c'est toujours du bonheur de parler de motopompe et du bénévolat, de nous rappeler ces bons souvenirs. Je reste à ta disposition et je reste à la disposition de tous les auditeurs. Bonne journée et à bientôt. Merci Tanguy, à très bientôt. Ciao.